Nouvelle session sur la DRTV internationale. Soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres. À la une de ce 20h30, les membres du groupe de contact du comité de haut niveau viennent de décider de la tenue de la conférence interlibyenne en juillet prochain. Un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies a même été lancé. Dans ce journal aussi, nous irons au marché Soukissa où les vendeurs boudent les montants qui leur ont été alloués dans le cadre du projet DURCAP. Pourquoi? Morel Mabele viendra avec les détails. Dans ce journal aussi, ce jeune homme qui se passait pour un prêtre alors qu'il n'était qu'un escroc. Il vient d'être arrêté. Pourquoi et comment? Les détails, c'est tout à l'heure. Merci de nous choisir pour vous informer. Dans l'actualité, qu'une voie publique soit barrée pour des causes d'utilité, cela n'a rien d'aberrant. Mais ce qui choque et dérange, c'est le fait que la voie soit obstruée de façon non conventionnelle aux travaux de la route depuis plusieurs semaines déjà. Aussi que l'on ne sache par qui ni comment sont faits ces travaux, cela interpelle. Et si en plus le gestionnaire du domaine public de la ville, à savoir la municipalité, n'est au courant de rien, voilà qui est curieux. C'est le tableau que présente en apparence l'amorce des travaux sur l'avenue Loutassi à hauteur de l'ex-hôtel Majoka, à quelques mètres de la pharmacie Jaguar. Suivez ce reportage de Irma Ogondio. Circuler sur le tronçon qui mène vers la pharmacie Jaguar à hauteur de la station Total devient de plus en plus difficile pour les usagers de la route qui ne savent plus à quel sens se vouer du fait des barrages non conventionnels. Barrages érigés à cet endroit pour des travaux de réaménagement de cette voie. Travaux amorcés voici près de 2 semaines. Malheureusement, les barrages non conventionnels constitués par des monticules de terre obstruent cette voie publique, rendant à rude épreuve des particuliers ou des chauffeurs de bus de transport en commun pour se frayer un passage afin d'aller d'un bout à l'autre du tronçon. Ces travaux de réaménagement, dont une partie de la chaussée a été décapée dans le but de rendre certainement fluide ce tronçon, a été initié par la direction des services techniques des travaux de la municipalité de Brazzaville ou par un particulier. Là se pose toute la question. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus à cette direction. Ici, aucune information n'a été mise à notre disposition, si n'est que le chef n'est pas là. Difficile de vous donner la date exacte de la finition de ces travaux qui rendent impraticable cette voie, surtout à des heures d'intense circulation. Seule cette bétonnière, abandonnée sur la chaussée, qui nous renseigne des velléités des travaux à cet endroit, vont-ils se poursuivre? Attendons voir. En attendant, les usagers continuent de trimer dans un parcours de combattants à braver les monticules de terre. Ils sont en colère, les vendeurs du marché Soukissa qui sont censés libérer ce marché vétuste boudent le montant de 1500 francs CFA qui leur est alloué par la Banque mondiale à travers le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires. Ils ont tenu un mouvement ce jeudi, mais du côté des responsables du projet DURCAP, l'on parle d'un montant normal seulement pour le taxi, ce qui n'est pas le cas chez ces vendeurs qui exigent des millions. Morel Mabele signe ce reportage. La colère est montée d'un cran du côté de ces vendeuses et vendeurs du marché Soukissa dans le 5e arrondissement Ouézé. Ces commerçants boudent les montants allant de 1500 à 2900 francs CFA qui leur sont alloués par la Banque mondiale dans le cadre du projet DURCAP.
Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, lequel projet vise à améliorer les conditions sociales des populations vivant dans les quartiers précaires à Pointe-Noire et à Brazzaville. Pour le cas de Brazzaville, les quartiers Soukissa et Mukuzingwaka sont concernés. Barthélémy Missamou, président du collectif des vendeurs du marché Soukissa, juge dérisoire ces montants. Dans les rumeurs, le dernier montant du marché Kingwari nous reflète de 360 à 320. Ça, c'est le montant le plus bas de la collectivité des vendeurs du marché Kingwari. Bon, maintenant on regrette Mukuzingwaka comme ça, mais nous on regrette, on se retrouve à 1500 et 2500. Ils doivent nous rétablir ou encore nous donner les premières statistiques. Ces vendeurs ont promis rester dans ce marché que la Banque mondiale compte réhabiliter. Pour Dan Orphée Ibiassi, expert en communication au projet d'URCAP, ils ont recensé 832 personnes. 736 ont reçu des frais de déplacement dans l'espace domanial du marché Soukissa. Il a indiqué que chaque vendeur a été indemnisé en tenant compte de ses biens et de son statut, notamment propriétaire exploitant la table ou la boutique ou simple vendeur. Sur quels critères les gens seront compensés ou ont été compensés? Vous voyez, on paye la perte de revenus, on paye le recasement, on paye les déplacements et on paye le bien. Alors, les gens qui aujourd'hui disent qu'ils n'ont gagné que 1500 francs, bon, nous acceptons la surprise, nous acceptons et nous comprenons leur surprise, mais il faut que ceux-ci sachent que lorsque l'identification a été faite, lorsque les recensements ont été menés à 3 reprises, on a constaté qu'il y avait dans cette catégorie parfois des occupants non exploitants ou des propriétaires non exploitants. Quelqu'un peut avoir une table qui n'exploite plus, la personne n'est même pas là, on identifie la table. Vous n'avez rien sur votre table, on va évaluer quoi? Ces vendeurs seront réinstallés dans un autre site où ils vont continuer à exercer leurs activités, juste pendant la période des travaux du marché Soukissa qui dureront 9 mois. Le montant alloué à ces vendeuses et vendeurs varie entre 1500 francs CFA et 20 millions de francs CFA. Don Orphée Ibiassi a signifié au finish que ces vendeurs mécontents seront reconvoqués pour trouver un compromis. Il accuse de faux, usage de faux, de vol aggravé et proxénétisme. Ce jeune homme âgé de 22 ans que vous allez voir sur les images se ferait passer pour homme prêtre pour soutirer des biens à ses victimes lors des moments d'intenses prières. La police départementale de Brazzaville a présenté à la presse ce mercredi. Théodore Baloussa, c'est ce reportage. C'est à Mukondo, dans le 4e arrondissement, que la police a réussi ce coup de filet. Il s'agit de ce jeune homme de 22 ans, de nationalité congolaise, qui se passait pour un homme de Dieu, à en croire ses différentes soutanes. L'imposteur a été pris en flagrant délit par les services de police à la suite d'une plainte déposée à la police justement par l'une de ses nombreuses victimes. Plus de 45 en effet, et en majorité composées de femmes, sont tombées sous son charme. Son mode opératoire est décrit ici par le colonel Jean-Pierre Okiba, directeur départemental de la police de Brazzaville. Il est poursuivi pour faux usage de faux, vol aggravé, escroquerie et proxélytisme. En effet, ce jeune homme sillonne les grands supermarchés de la place. Il copte les jeunes filles de 18 à 25 ans. Il les conduit souvent dans des grottes, donc au niveau des églises catholiques. À ce niveau, ils font la prière. Et c'est pendant les moments de concentration où les jeunes filles sont très concentrées qu'ils se saisissent des sacs et s'enfuient. Ils opèrent dans les endroits suivants. À Brazzaville, l'église Saint-Esprit de Mungali, Saint-Michel de la Base, Saint-Michel de Ngangoni, Saint-Pierre-Claver de Bakongo, Saint-Louis-Marie Crayon, Sainte-Bernadette de Kazis, la cathédrale, Sainte-Anne de Potopoto, Pointe-Noire, Saint-Esprit de Mpaka,
Notre-Dame d'Assomption, cathédrale Saint-Pierre. À Ouessou, cathédrale Saint-Pierre-Claver de Ouessou. Le malfaiteur qui rumine actuellement ses pensées en prison a été enfant de cœur dans son passé. Et puis fin de formation du personnel de l'escadron d'invention du premier groupement de gendarmerie mobile dénommé Épervier 2020. Une fin de formation qui a été marquée par un exercice grandeur nature, un exercice d'intervention lors d'une manifestation populaire. Commentaire de Giscard Maungo. D'entraînement intense marqué par des séances pratiques sur le terrain au centre d'instruction de Kuala Kuala sous la supervision du directeur de ce stage. Le capitaine Durel Oboa, le personnel de l'escadron d'intervention du premier groupement de gendarmerie mobile, a réalisé un exercice à baptiser Épervier 2020 dans l'enceinte de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele le mardi dernier. Tout a commencé par la présentation de l'exercice fait par le capitaine Durel Oboa, commandant de l'escadron d'intervention du premier groupement de gendarmerie mobile, directeur du stage qui a présenté d'entrée de jeu le chemin du déroulé des exercices sur le terrain. Le plan sera toujours articulé dans ce sens, le cadre du stage, je rappelle les objectifs du stage, organisation du stage, présentation des sites d'instruction, activité majeure d'instruction et enfin la conclusion. Le temps fort de la clôture de cette formation du premier groupement de gendarmerie mobile dénommé Épervier 2020 a été une manœuvre de grande envergure. Ici, le personnel de l'escadron d'intervention du premier groupement de gendarmerie mobile, sous les directives du directeur de stage, a fait une véritable démonstration de capacité opérationnelle des unités de ce premier groupement de gendarmerie mobile en situation de gestion de crise, née des manifestations populaires en zone urbaine lors d'une prise d'otage. Présent à cette cérémonie, le commandant en second, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Bellarmin Dongui, a apprécié le niveau de dextérité du personnel du premier groupement de gendarmerie mobile qui a fait preuve de professionnalisme. Une force, son objectif principal, c'est de s'entraîner en tout temps pour préparer l'engagement au moment où on en aura besoin. Cet exercice vise à évaluer les capacités du personnel du premier groupement de gendarmerie mobile à juguler une crise de grande envergure avec maîtrise de violence. Cette formation intègre le cycle de formation du premier groupement de gendarmerie mobile voulu par le commandant de la gendarmerie mobile de renforcer les effectifs du premier groupement de gendarmerie mobile à hauteur de plus de 300 jeunes gendarmes issus de la 12e promotion. La présentation de cet exercice inédit marque aussi la sécurisation du centre d'instruction de Kintele et celle des personnes et des biens. Toutefois, la force publique est appelée à s'exercer en tout temps, en tout lieu, afin de raffermir les aptitudes physiques, intellectuelles et morales de la troupe. L'ambassade de France au Congo a organisé ce jeudi une conférence de presse sur le programme PISCA, entendez par là projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs qui vient d'être lancé au titre de l'année 2020. Au total, 12 projets seront retenus pour bénéficier d'une enveloppe de 412 000 €. Morel Mabélé pour les détails. L'ambassade de France au Congo, à travers le programme PISCA, projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs, vient de lancer officiellement le PISCA 2020-2021. 12 projets seront retenus sur l'ensemble du territoire national au finish pour bénéficier d'un financement de la France. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé pour le 8 mai 2020.
Les projets éducatifs, sanitaires, climatiques et environnementaux sont encouragés. Les projets doivent s'orienter vers les questions de la jeune fille, la femme, les jeunes et les couches marginalisées. Le PISCA vise à favoriser le renforcement, la structuration et la professionnalisation des organisations issues de la société civile congolaise. Entre autres objectifs que vise le PISCA, qui a déjà financé 120 projets au Congo, il y a la promotion des solutions locales, inclusives et durables portées par la société civile. Le renforcement des capacités des personnes bénéficiaires de projets et des organisations de la société civile. Tiffen Degoutte, chargé de mission société civile et attaché humanitaire au service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Congo. Nous donnons la chance à tous les départements en effet. Bien sûr que si des projets sont très pertinents et valent le coup d'être soutenus dans des zones plus reculées, on portera beaucoup plus d'attention à ces projets-là qu'aux projets en centre-ville, à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Ensuite, on a décidé de ne pas axer sur des zones géographiques précises car on aimerait laisser la chance à chaque OSC de pouvoir porter son projet, que ce soit dans le Poul, dans la Bouenza, dans la Likola ou ailleurs. Mais bien sûr, les zones rurales et urbaines marginalisées sont prioritaires. Le formulaire de demande de subvention précisant les critères d'éligibilité, les documents à remplir et à fournir, à retrouver dans le site internet de l'ambassade de France, www.ambafrance-cg.org. De regarder le formulaire et le 25 mars. Ouvert depuis lundi dernier, les travaux de la 8e session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire se sont bouclés ce jeudi. Ce reportage réalisé par Jean-Pierre Février et Landry Moulumbu est ici rendu par Demontes Mavungo. Au terme de leur première réunion qui leur a permis de discuter de la situation en Libye et des progrès relatifs à la préparation de la conférence de réconciliation interlibyenne, les membres du groupe de contact du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, réunis à Oyo ce jeudi 12 mars 2020, ont décidé de tenir la conférence nationale interlibyenne en juillet prochain à Addis Abeba. Au cours de leurs travaux, ils ont entre autres exprimé leurs préoccupations face à la détérioration continue de la situation sécuritaire, humanitaire et économique en Libye et ont lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer sa propre responsabilité d'amener d'urgence toutes les parties prenantes à la crise à cesser les violations de sa propre résolution 2510 portant sur l'embargo sur les armes et les terroristes et à respecter les conclusions et les engagements de la conférence de Berlin. Les participants à la réunion d'Oyo se sont également penchés sur les modalités pratiques de la tenue de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne, tenant compte des principes d'inclusivité et de représentativité permettant à l'ensemble de la société libyenne d'y prendre part. Le groupe de contact a examiné l'état de mise en œuvre des conclusions de la conférence de Berlin de manière inclusive, y compris l'instauration et le respect d'un cessez-le-feu général sur tout le territoire de la Libye, ainsi que le dialogue politique et les questions économiques et militaires. Le groupe de contact a réaffirmé la détermination de l'Union africaine à travailler étroitement et efficacement avec les Nations Unies pour la réalisation de progrès significatifs dans les plus brefs délais. Le groupe de contact renouvelle sa ferme condamnation des ingérences extérieures, de la violation de l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants extérieurs en territoire libyen. En outre, le groupe de contact condamne sans équivoque la poursuite de telles ingérences, essentiellement motivées par des intérêts nationaux et le pillage des ressources naturelles libyennes. Les chefs d'État et de délégation ont aussi examiné et agréé les dispositions d'organisation des travaux du groupe de contact dans l'objectif d'assurer l'efficacité et l'effectivité de son action en vue de rehausser la qualité et l'impact des contributions de l'Union africaine à l'instauration de la paix et à la promotion de la réconciliation nationale en Libye en partenariat avec l'ONU et en coopération avec tous les acteurs internationaux.
Pour des raisons techniques, on n'a pas eu le bon élément qu'il fallait, mais on va revenir sur cet élément de Pointe-Noire. Poursuivons d'abord avec ce sujet à Oyo. C'était sur la réunion de prise de contact de l'Union africaine sur la Libye qui s'est tenue ce jeudi. Et donc, disons, prenant aussi la parole à ces travaux, l'émissaire du président égyptien a aussi réitéré la volonté de son pays à soutenir le dialogue interlibyen. Il a aussi interpellé la communauté internationale à plus de fermeté. Suivant ce reportage de la presse présidentielle. La République arabe d'Égypte, voisine immédiate de la Libye, qui, dès le début du conflit libyen, était favorable à une solution militaire, s'est définitivement alignée sur la position de l'Union africaine, qui privilégie la solution politique pour ramener la paix dans ce pays. Deuxième intervenant à prendre la parole à l'ouverture des travaux du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye, le conseiller spécial du président égyptien, Sedki Sobi Ahmed, a réitéré l'engagement de son pays à soutenir le dialogue interlibyen. Décrivant la situation sur le terrain, le conseiller spécial du président Abdel Fattah al-Sisi a condamné la violation de l'embargo sur les armes par la Turquie. Sedki Sobi Ahmed a appelé ainsi la communauté internationale à agir de façon ferme pour arrêter l'escalade de la violence en Libye engendrée par cette ingérence étrangère. Aussi a-t-il proposé quelques pistes de solutions, à savoir la réforme du Conseil présidentiel de gouvernement en Libye, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, la création d'une armée unique et le partage équitable des richesses. Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djera, qui appuie l'initiative de l'Union africaine dans la recherche de solutions de sortie de crise en Libye, a annoncé l'engagement de son pays à accueillir les assises de la conférence de réconciliation interlibyenne. Le chef du gouvernement algérien a même proposé une date, juillet 2020, pour la tenue de ce dialogue. Un gouvernement d'entente nationale disposant de toute sa légitimité sortie de ce dialogue pourra ainsi gérer la période de transition en vue des élections générales en Libye, a indiqué le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Pour sa part, le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, a insisté sur le fait que la solution à la crise libyenne dépend d'abord et avant tout de la détermination des Libyens eux-mêmes. Toutes les composantes libyennes doivent être mises à contribution pour parvenir à une véritable réconciliation nationale. Une action concertée de l'Union africaine et de la communauté internationale pourrait ainsi s'avérer efficace dans le processus de paix en Libye, a martelé le chef de l'État tchadien. Et dans son discours, le Congolais Denis Sassou Nguesso a regretté la violation de la trêve de l'embargo sur les livraisons d'armes en destination de la Libye. En dépit des incidents de parcours, quelques avancées significatives ont été quand même enregistrées. Et donc, s'inscrivant sur la ligne tracée de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso se dit déterminé à emmener les différents acteurs impliqués pour le maintien de la paix en Afrique. Suivez. L'Afrique doit prendre son destin en main pour la restauration de la paix en Libye, a conclu le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Voici venu ce tournant tant attendu par l'Afrique et qui conforte le processus de restauration de la paix et de la sécurité en Libye. Ayons la langue et la pensée proches du cœur et de la raison. Le respect de la parole donnée et des engagements pris devra, pour l'ensemble des acteurs de ce conflit, demeurer la règle d'or. Pour cela, je réitère l'engagement du comité de haut niveau à appliquer la feuille de route sur la Libye avec pour objectif principal la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne inclusive. De ce fait, l'Afrique doit toujours parler d'une seule voix, condition sine qua non d'efficacité et de réussite de notre action commune, au moment où s'accélère la dynamique de dialogue qui rétablit résolument l'Afrique
au cœur de la marche vers le retour de la paix en Libye. Et puis, au cours de cette réunion, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a réitéré lui aussi l'engagement du comité de haut niveau à appliquer la feuille de route sur la Libye avec pour objectif principal la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne inclusive. L'Afrique doit toujours parler d'une seule voix au moment où l'accère la dynamique de dialogue. Suivez. Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a été aussi investi depuis la conférence internationale de Berlin sur la Libye de la mission de diriger le groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. À ce titre, ouvrant les travaux du dit groupe ce 12 mars à Oyo, le président de la République a d'emblée salué la participation personnelle du dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa, porté à la présidence tournante de l'organisation panafricaine depuis le 33e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba en février dernier. Un mandat que le chef de l'État congolais s'est engagé à soutenir. La recherche de la solution de sortie de crise en Libye étant au centre de cette présidence. Dans son propos, le chef de l'État a regretté la violation répétée de la trêve et de l'embargo sur les livraisons d'armes à destination de la Libye. En dépit de ces incidents de parcours, quelques avancées significatives sont très visibles sur la voie de sortie de crise en Libye. S'inscrivant sur la ligne tracée par l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso est déterminé à amener les différents acteurs impliqués dans le processus de paix en Libye à organiser la conférence de réconciliation nationale interlibyenne inclusive. À l'occasion des présentes assises, il nous faut donc adresser un message sans équivoque sur la mise en place de la commission préparatoire de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne inclusive. À ce propos, notre conviction appelle à une composition équitable de cette instance. Chaque acteur concerné, y compris les chefs de tribus et des villes, des femmes et les jeunes, devant se reconnaître dans cet organe, levier incontestable de la renaissance libyenne. Le mode de désignation des membres de la commission préparatoire, l'évaluation de son budget et l'identification de ses sources de financement figure parmi les questions à l'ordre du jour de nos travaux. Et puis, pour conclure ce journal, au cours de cette réunion tenue ce jeudi, les membres du groupe de contact du comité de haut niveau ont aussi lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies d'amener d'urgence toutes les parties prenantes à la crise à cesser les violations de la résolution 2510 portant sur l'embargo sur les armes et à respecter les conclusions de Berlin. Regardez. Au terme de leur première réunion qui leur a permis de discuter de la situation en Libye et des progrès relatifs à la préparation de la conférence de réconciliation interlibyenne, les membres du groupe de contact du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, réunis à Oyo ce jeudi 12 mars 2020, ont décidé de tenir la conférence nationale interlibyenne en juillet prochain à Addis Abeba. Au cours de leurs travaux, ils ont entre autres exprimé leurs préoccupations face à la détérioration continue de la situation sécuritaire, humanitaire et économique en Libye et ont lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer sa propre responsabilité d'amener d'urgence toutes les parties prenantes à la crise à cesser les violations de sa propre résolution 2510 portant sur l'embargo sur les armes et les terroristes et à respecter les conclusions et les engagements de la conférence de Berlin. Les participants à la réunion d'Oyo se sont également penchés sur les modalités pratiques de la tenue de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne, tenant compte des principes d'inclusivité et de représentativité permettant à l'ensemble de la société libyenne d'y prendre part. Le groupe de contact a examiné l'état de mise en œuvre des conclusions de la conférence de Berlin de manière inclusive, y compris l'instauration et le respect d'un cessez-le-feu général sur tout le territoire de la Libye, ainsi que le dialogue politique
et les questions économiques et militaires. Le groupe de contact a réaffirmé la détermination de l'Union africaine à travailler étroitement et efficacement avec les Nations unies pour la réalisation de progrès significatifs dans les plus brefs délais. Le groupe de contact renouvelle sa ferme condamnation des ingérences extérieures, de la violation de l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants extérieurs en territoire libyen. En outre, le groupe de contact condamne sans équivoque la poursuite de telles ingérences, essentiellement motivées par des intérêts nationaux et le pillage des ressources naturelles libyennes. Les chefs d'État et de délégation ont aussi examiné et agréé les dispositions d'organisation des travaux du groupe de contact dans l'objectif d'assurer l'efficacité et l'effectivité de son action en vue de rehausser la qualité et l'impact des contributions de l'Union africaine à l'instauration de la paix et à la promotion de la réconciliation nationale en Libye, en partenariat avec l'ONU et en coopération avec tous les acteurs internationaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.